Juste pour présenter les choses, le groupe de jeunes qui a assisté pendant ces 2 jours de colloque, ils sont d'origine diverses, mais puisqu'il y a parmi eux des étudiants de 2e année de licence, école polytechnique et école normale supérieure, et puis des jeunes doctorants, post-doctorants ou jeunes chercheurs qui viennent de rentrer finalement dans le monde de la vie active et qui ont ceci en commun, pour ceux que je viens de citer là, d'avoir participé à des événements de médiation scientifique à l'occasion de ce qu'on appelait le train du climat, puisqu'il s'agissait d'une rencontre entre des scientifiques directs et des publics divers, très variés, autour d'une exposition au sein d'un train, une exposition itinérante avec un train qui avait été mis à disposition par SNCF. Donc voilà la composition de ce groupe. Ils se sont divisés en 4 groupes différents qui vont intervenir à tour de rôle. Ils ne prendront pas tous la parole malheureusement. Ils ont désigné chacun de ces sous-groupes de 5, un ou 2 intervenants ou 3, pour à la fois exprimer un point de vue sur la question générale, changement climatique et les champs du possible, et puis pour poser une question aux orateurs, et éventuellement 2 si le temps le permet. Voilà, donc le premier groupe est composé ici de Roxane Delafosse, de Anaïs Lannoy. Il est composé aussi de Paul Frappard, qui prendra la parole tout de suite, et d'Amélie Simon et de Florian Tirana. Donc, à toi. Tu peux prendre un micro, puisqu'on peut peut-être le faire de votre place. Ça fonctionne ? Oui, ça a l'air de fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Paul Frappard et je suis actuellement en 3e année à l'école polytechnique. J'interviens aujourd'hui au nom de mes 4 camarades présents sur scène et de moi-même. Je tiens à remercier notamment les organisateurs ainsi que l'Académie des sciences de nous avoir permis de participer à ce colloque qui a été pour nous tous très enrichissant, mais aussi de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs les intervenants, nous souhaitions tous les 5 vous interpeller sur le sujet suivant, qui va faire écho en partie à la présentation de monsieur Pierre Léna, le rôle social et politique des scientifiques. La crise environnementale est alarmante. Les présentations de la première journée nous l'ont rappelé une nouvelle fois. Alors que les températures moyennes augmentent, que l'océan s'acidifie, que les espèces disparaissent à un taux inédit, personne ne peut remettre en question aujourd'hui les causes anthropiques du changement climatique et de ses effets sur notre planète. Pourtant, nous ne l'avons pas appris hier. On savait, en 1983 déjà, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement définissait le développement durable et insistait sur la nécessité de mettre en place, je cite, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Eh bien, pour notre génération, c'est raté, et pour les suivantes, c'est mal engagé. Pourquoi n'a-t-on rien fait alors ? Pourquoi peine-t-on encore aujourd'hui à amorcer une transition vers un monde plus durable et plus juste ? Peut-être manque-t-on de solutions. Les présentations données hier et particulièrement aujourd'hui nous prouvent le contraire. Il y a tant de choses à faire pour améliorer la situation, que ce soit dans le domaine des transports, de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'énergie et tant d'autres. On sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas, ou du moins pas à une échelle suffisante. Alors pourquoi ne mettons pas ces solutions en place ? Pourquoi les décisions politiques actuelles entrent à ce point en désaccord avec l'alerte portée par la communauté scientifique depuis des années ? Dans notre groupe, nous voudrions questionner le rôle de l'homme de science. Votre rôle aujourd'hui, le nôtre demain. De son engagement citoyen et politique pour une prise de conscience collective. Plusieurs intervenants ont indiqué qu'il est dangereux pour les chercheurs de faire des recommandations politiques. Le GIEC se doit par exemple de présenter des faits, pas d'émettre des recommandations. Devez-vous vous aussi vous soumettre à un devoir de réserve ? Ne peut-on pas allier en tant que scientifique un travail de recherche et un engagement local ou national avec des recommandations opérationnelles concrètes ? Nos dirigeants manquent cruellement d'expérience scientifique. Peut-être devrions-nous les conseiller. Car il faut agir, et agir vite, vous l'avez tous rappelé. Chaque décision que l'on repousse, c'est un poids de plus que nous faisons peser sur les générations futures. Mesdames et messieurs, après cette brève introduction, je vais maintenant laisser mes camarades vous poser des questions à ce sujet, à propos de votre expérience, de votre engagement, et surtout des conseils que vous voudriez nous donner
pour que l'on entame enfin une transition à la hauteur de l'enjeu. Je vous remercie de votre attention. Alors, nos questions s'adressent à la fois aux scientifiques et aux politiques ici présents. Donc, il y a 30 ans, les rapports du GIEC existaient déjà. Donc, pourquoi les jeunes générations de scientifiques seraient davantage écoutées aujourd'hui? Et doit-on s'engager politiquement pour cela, ou un ou une scientifique du climat ne devrait pas être militant? Qui est-ce qui souhaite répondre à cette question parmi les orateurs? Une main va se lever, c'est certainement dans très peu de temps. Oui. Oui, je pense que vous avez parfaitement raison, et c'est un combat de longue haleine. Il est très difficile à un scientifique d'avoir accès aux hommes politiques. Des décisions sont prises, on n'est pas du tout contacté, même en étant dans les domaines, je dirais, pertinents. Comment, finalement, rapprocher ou fermer ce gap entre ces scientifiques, car on a bien sûr des convictions qu'on veut faire appliquer, on a des décisions, et je n'ai pas du tout peur de prendre des décisions et de me prononcer sur certaines décisions à prendre. Le problème, c'est qu'on n'est jamais écouté et on n'a pas accès, il y a un gap qui se fait. Et ce gap n'existe pas dans tous les pays. Bon, on peut prendre une autre réponse très courte. Oui. Bonjour à tous. Je vais juste aussi ajouter quelques mots. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'interprétation. Je pense que, pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans une autre situation qu'il y a 30 ans. Donc, c'est vrai que j'ai certains de mes collègues qui disent, parmi les climatologues, qui disent « Mais pourquoi ça va changer maintenant, quand on n'a pas été écouté depuis 30 ans ?» J'ai l'impression que la situation est quand même différente. On l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup plus de solutions. Donc, je pense peut-être que maintenant, on peut faire le pas et avancer plus rapidement. Très bien, merci. On peut passer à une deuxième question. Donc, la deuxième question du groupe. Rebonjour, du coup. La deuxième question porte aussi sur l'inaction politique par rapport aux questions climatiques, et elle est la suivante. Est-ce que vous pensez en tant que scientifique que l'inaction des politiques elle est due à un manque d'information sur ces enjeux-là? On a beaucoup parlé d'éducation, ou qu'elle est plutôt liée à une divergence d'intérêts de la classe politique qui est bien au fait de ce qui se passe sur le climat, mais qui décide pourtant de faire autrement. Et si c'est votre avis, quels sont ces intérêts? Deux mains se sont levées. Alors, Moi, je voudrais rebondir sur la première question. Je revendique d'être scientifique, rigoureuse, objective, de partager les connaissances, mais d'avoir une voix dans le débat de société, de revendiquer que nos connaissances soient enseignées, par exemple, et je pense que je suis légitime. J'ai aussi une expérience d'élu local dans mon village. J'ai vu la difficulté à parler de science, à partager ça avec les autres élus. Quand j'ai l'occasion de rencontrer des responsables politiques un à un, sans médias, sans rien, j'arrive parfois avec 10 questions sur le climat. Et souvent, même la première question, ils n'ont pas la réponse. Donc je pense que beaucoup d'entre eux n'ont pas passé le temps, peut-être l'heure nécessaire pour s'approprier ces éléments. Et enfin, je pense pour d'autres, il y a clairement un manque de courage. merci. Merci, je suis volontaire permanent d'ATD Quart Monde et votre question me touche beaucoup parce qu'elle rejoint la question que se posent tous ceux qui vivent dans la misère à travers le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on sait depuis si longtemps combien c'est insupportable de souffrir de la faim, d'être méprisé, d'être exclu, et pourtant nos sociétés, nos politiques ne bougent pas. Et je pense qu'on est dans un temps historique où vous, les jeunes, vous soulevez une question existentielle. Et c'est le moment où vous devez aider notre société, nos sociétés, à rejoindre les plus pauvres dans leur combat quotidien pour bénéficier de leur expérience, de leur savoir, pour comment résister et comment transformer les choses dans leur quartier et à l'échelle de la planète. Très bien, merci. On va maintenant passer au deuxième groupe. Donc, il y avait une autre thématique, mais faute de temps, je crois que... Donc, le deuxième groupe est constitué par Audrey Berry, Camille Joncher, Alexis Maucir, Victor Kilichini et Estelle Seremès. Et donc, c'est Victor, je crois, qui va s'exprimer en premier.
Bonjour. Je voudrais commencer. On va parler de 2 points, de 2 remarques qu'on s'est fait au cours des 2 derniers jours. Et ça va rejoindre un peu ce qu'a dit merveilleusement Madame Delmas-Marty. C'est-à-dire que pendant ces 2 jours, on a beaucoup parlé de climat. On a parlé de climat, de carbone, encore et toujours le carbone. Mais aujourd'hui, la crise, elle est plus que seulement climatique. C'est une crise qui est globale. Et donc, l'extinction de masse et la mise en danger de la vie sur Terre, c'est quelque chose qui était déjà présent bien avant les premières conséquences du réchauffement climatique. Et donc, on voit qu'on était déjà assez mal adapté, déjà par rapport à tout ça, par rapport à la planète. Et on a ce besoin de renouer avec la nature. Et donc, on voudrait juste aussi vous citer cette phrase qu'on a beaucoup utilisée pendant les manifestations pour le climat, c'est que nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Et donc voilà, on veut vraiment renouer avec la nature parce que c'est pour nous une bonne voie de solution. Et la deuxième partie, M. Jouzin en a un peu parlé, c'était vraiment sur le fait que la problématique recouvre beaucoup plus de réalités, qui se pose la prise en compte de beaucoup plus de problématiques, notamment la pauvreté, les inégalités sociales, les crises démocratiques. Et donc, résoudre ces crises, ça nécessite d'associer donc cette science, ces sciences dures, avec d'autres disciplines, comme l'histoire, la sociologie, la science politique, la géographie, mais aussi la psychologie, l'architecture, pour qu'on développe vraiment une approche systémique du problème, parce que c'est un problème qui est vraiment systémique. Tout à fait. Merci. Et du coup, dans ce sens, au final, dans le constat, la manière dont il a été donné, il était fait de courbes, de tableaux, de calculs, de moyennes, des sigles. Mais au final, on ne vit pas en moyenne, on ne pense pas en statistiques. Donc, le récit que chacun va tirer de ces informations, d'autant plus si on est d'une autre discipline, avec un autre langage, eh bien, aura autant d'influence sur que le fait en lui-même. Et donc, faire attention à la manière dont les choses sont dites et de l'intégrer et de le raconter peut aussi permettre d'arriver à une compréhension commune des enjeux. Et par exemple, donc, rendre les modélisations plus réalistes, donc les ancrer dans les territoires, les régions, pour rappeler que les planètes numériques qui portent les simulations ne sont pas habitées, sont exemples d'enjeux de pouvoir, de culture, de mémoire et de la diversité des contextes collectifs et individuels. Eh bien, c'est finalement faire un autre constat qui, comme l'a montré Pierre Lénat tout à l'heure, avec l'enquête auprès des enseignants qui montre les raisons de l'absence de l'enseignement du changement climatique. Et faire cet autre constat, c'est se donner une chance de synthèse différente et donc de mobiliser des leviers différents, comme le disait Victor, donc plus systémiques, à l'instar du travail de synthèse qui a pu être réalisé par Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ensuite, il y a 2 questions. Oui, une première question. Donc, je vais vous poser la première question qu'on a écrite. Donc, en fait, durant ces 2 jours de conférence, il n'y a eu ni sociologue, ni politologue, ni anthropologue, ni psychologue, ou encore historien ou géographe. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi, de manière générale, on accorde insuffisamment de place aux autres disciplines dans les débats sur le climat et les solutions pour y remédier. Pierre ? Oui, la question que vous posez est très importante et nous la sommes posée dans la préparation des programmes de lycée. Et la difficulté pour y répondre positivement, comme vous le souhaitez et comme je le crois aussi nécessaire, est la progression de partir de la science, car tout ce qui nous mobilise ici, ce sont des faits que nous dit la science, pour aller vers les conséquences sociétales, anthropologiques, comme l'a fait Mireille. Et cette progression suppose beaucoup de dialogue à partir de la science. Or, il se trouve, et nous sommes évidemment très désolés de le constater,
que la science est devenue difficilement partageable, parce qu'elle est complexe, peut-être parce qu'elle n'a pas dans notre société une place suffisante, parce qu'elle est plus vue, en particulier par beaucoup de jeunes, comme un moyen d'accéder à des filières prestigieuses que pour ce qu'elle est elle-même, une passion humaine de découverte, une aventure. Et donc cette première étape de partage de la science, qui est indispensable autour de ces questions de climat ou de biodiversité, comme nous l'avons vu hier, hein, elle conditionne le dialogue avec ces autres disciplines. Donc l'objectif que vous indiquez là, il faut qu'on y arrive. La deuxième question. Oui, la deuxième question, ce serait est-ce que ce serait le bon choix d'alerter les gens avec des rapports et des modélisations qui sont très scientifiques et très compliqués pour le grand public à comprendre? Est-ce que ce serait le bon choix alors que justement on vise la société qui, elle, est plus impactée par les problèmes sociaux, les problèmes politiques et tout ce qui s'ensuit en fait? Une réponse? Oui, en suivant ce qu'a dit Pierre, il faut comprendre, je vais être un peu brutal comme d'habitude, que s'il n'y avait pas les scientifiques, il n'y aurait pas de problème de climat. Il n'y aurait pas de problème de climat. Il y aurait de temps en temps des événements extrêmes un peu inquiétants, mais il y en a toujours eu. Il ferait peut-être un petit peu plus chaud que d'habitude, mais personne ne s'en apercevrait. La raison pour laquelle il y a un problème du climat, c'est parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent et qui sont capables de faire des prédictions pour le futur, de nous dire à nous citoyens que l'on va dans le mur et de nous avertir qu'il y a un problème. S'il y avait zéro scientifique pour faire ça, il y aurait zéro problème. Mais ce n'est pas pour autant un problème de scientifique. Ce n'est pas un problème de scientifique, c'est pas parce que, et je vais faire un parallèle un peu difficile, historique. Lorsque les scientifiques se sont aperçus que la radioactivité pouvait être premièrement artificielle et pouvait conduire à des réactions en chaîne qui permettraient de faire une bombe, le problème leur a échappé, et c'est normal qu'il leur échappe. N'empêche que c'est quand même eux qui ont prédit qu'on pourrait un jour faire une bombe atomique, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Autrement dit, je pense qu'il faut faire attention à ce parallèle à des tas de limites, mais l'origine, c'est le fait que la science, et pas les scientifiques, mais la science aujourd'hui, notre connaissance de la science, inquiète la société sur ce point précis que nous déréglons, nous ne contrôlons plus le climat. Un complément de réponse de Valérie. Oui, 2 points. La première chose, je trouve qu'en fait, on a une approche trop fragmentée, disciplinaire de la science en France, et on manque d'instituts de la soutenabilité, d'instituts de transition qui justement mettent ensemble des chercheurs issus des différents domaines scientifiques, et en particulier des sciences sociales, pour construire ensemble des projets et apporter un éclairage sur des transformations profondes de la société, pas simplement l'innovation technologique. Et sur ce deuxième volet, nous travaillons aussi même dans les rapports du GIEC à construire pas simplement des projections factuelles, mais aussi des récits de futurs plausibles inscrits dans l'évaluation, et on a besoin d'autres relais. On a besoin d'artistes, par exemple, qui construisent, qui partagent, qui inscrivent dans un contexte culturel ou territorial ces visions de futurs plausibles. Donc on va passer au groupe suivant, donc, qui va aborder une autre thématique. Il est composé d'Aurélien Bigot, d'Alice Carré, de Clément Goldman, d'Anaïs Lannoy et de Pimprenel Pouillou-Chevara. Et donc c'est Clément qui prend la parole. Ok. Alors, je vais partir sur une présentation un peu plus courte parce que je pense que Victor et Paul l'ont très bien fait. Nous, notre groupe, on s'est intéressé plutôt à la question du champ des possibles, donc des solutions qui pourraient être envisagées au sein de ce colloque et au sein de la société. Ce qu'on a remarqué en tout cas, c'est que dans ce colloque, on a beaucoup parlé d'innovation technologique, de solutions technologiques, comme le stockage de CO2. On passe sur des batteries moins polluantes, plus efficaces, vers des véhicules plus électriques. Mais il manque en fait les solutions qui sont envisagées par rapport au social, à la société, à la question de sobriété, qui sont pour nous, on le pense, des questions très importantes, qui se voient
à la fois à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Ces solutions et ces choix peuvent être analysés du point de vue de leur impact sur la société ou sur les populations. Mais ce qui est important en fait de retenir sur le champ des possibles, c'est qu'on a une grande variété de solutions, que ces solutions, il faut les voir de façon globale, en les reliant à la fois technologiques et sociétales, et que surtout, ces solutions doivent être amenées rapidement, parce qu'on manque de temps face à l'urgence climatique. Nous avons du coup une première double question qui concerne à la fois les acteurs de la recherche et les acteurs politiques. Donc tout d'abord, est-ce que les questions et solutions de sobriété ne devraient-elles pas devenir aussi des objets de recherche à part entière, avec une étude scientifique de leurs bénéfices et de leurs inconvénients, au même titre que les solutions techniques présentées sur ces 2 jours? Nous avons aussi le sentiment que ce manque de la sobriété parmi le champ des possibles étudiés par la recherche se retrouve également dans les politiques publiques. Cette sobriété consisterait notamment à stopper les gaspillages et les tendances fortement défavorables. Étalement urbain et artificialisation des sols, terrasses chauffées en plein hiver, écrans publicitaires vidéo, ou encore les projets d'agrandissement d'aéroports qui sont encore présents en France. Au contraire, il nous semblerait utile d'encourager et de soutenir par exemple les innovations sociales pour les circuits courts alimentaires, le développement des low-tech, les adaptations sociales pour diminuer les distances des déplacements, ou encore le soutien aux nombreuses initiatives citoyennes sur les territoires, pour lesquelles la place des politiques publiques ne peut se limiter à une injonction aux citoyens à adopter des comportements vertueux. Ne pensez-vous pas que la sobriété individuelle et collective fait partie des impensés des politiques publiques climatiques et environnementales en France? Si oui, pourquoi? Et comment y remédier? Oui, Hervé. Oui, je vais pas répondre à la question, mais je vais te faire une remarque qui sera juste un tout petit peu à côté. Je pense qu'on est effectivement face à des problématiques de recherche qu'on n'a pas toutes mises en avant, qu'on n'a pas toutes étudiées. Je pense que c'est une des choses qui me paraît, j'ai essayé de le dire hier quand j'ai parlé des territoires et de ce qu'on a pu faire effectivement en Nouvelle-Aquitaine, quand on essaie de regarder ce qui impacte vraiment un territoire et les endroits dans lesquels on vit. On est face effectivement à des systèmes qui sont des systèmes complexes, qui mêlent intrinsèquement, toujours aujourd'hui, des aspects sociaux, des aspects de prise de décision politique, donc des aspects qui sont éventuellement des aspects de valeur. Tout ça, ça a été dit, mais je pense que le fait majeur aujourd'hui, c'est que tous ces aspects se mêlent de manière forte parce qu'on est déjà entré dans un système effectivement où les choses changent. Je crois effectivement que la science que l'on développe n'est pas une science qui est tout à fait en phase avec cette évolution rapide où toutes ces disciplines, toutes ces interrogations se mêlent les unes aux autres. Et je crois qu'on a une responsabilité de chercheur pour essayer de développer en fait, des approches de ces problèmes-là qui soient des approches à la hauteur de ces enjeux. Alors par là, je veux dire être capable de suivre ce qui se passe sur des régions. Alors ça peut s'appeler sobriété, mais je pense que la première des choses, c'est effectivement d'être capable de nommer clairement ce qui se passe, ce qui se passe sur les différentes régions, pourquoi ça se passe, quels sont les différents effets qui se combinent les uns ou les autres. Aujourd'hui, on n'a pas de suivi dans nos régions à nous, par exemple, de ce qui se passe. Après une sécheresse, quelles sont les espèces qui sont menacées, quels sont les problèmes qui se développent. Donc tous ces aspects-là, je pense que ce sont des aspects de recherche qu'on a un petit peu négligés dans le passé. Très bien, merci. Donc une deuxième question que vous aviez préparée, je crois. Oui, alors notre deuxième question, elle va plus concerner les solutions techniques qui ont pu être abordées surtout aujourd'hui. Donc ces solutions, on a quasiment toutes en fait, présentent des problèmes ou des risques sur le long, voire très long terme, ce qui donne un peu l'impression de mettre le problème sous le tapis et puis de laisser à notre génération et aux générations futures le souci de s'en charger
ou alors nous, si on trouve une solution assez rapidement. Mais ces solutions, elles impliquent, pour notre génération, de pouvoir traiter les déchets nucléaires, démanteler les centrales, recycler les batteries, et dans le cas où les CSC deviendraient une solution mise en œuvre à grande échelle, d'entretenir ces infrastructures et de continuer en fait le travail qui a été entrepris. Donc notre question, elle est en deux parties. Premièrement, comment est-ce qu'on peut, en tant que scientifique, intégrer cette question de responsabilité en fait intergénérationnelle dans les travaux de recherche? Et la deuxième partie de la question concerne plus précisément les CSC. Dans le cas où en fait ces infrastructures viendraient à se développer sur le territoire français, mais aussi à l'international, est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour se renseigner sur l'acceptation de l'installation de ces infrastructures sur les territoires concernés, sachant qu'il y a eu un peu des précédents, à Bure avec le stockage des déchets nucléaires, en Ardèche avec le problème de la fracturation hydraulique. Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Oui, une réponse? Je vais répondre à la deuxième partie de votre remarque en ce qui concerne l'acceptation par un exemple qui se passe en Suède. Les Suédois ont 1000 ans de tradition démocratique. Quand ils ont eu à regarder le problème des déchets nucléaires, le directeur de l'entreprise qui est censé s'en occuper, pendant 15 ans, à raison de 3 soirs par semaine, allait avec ses ingénieurs parler à la population. Il n'a jamais parlé à plus de 20 personnes à la fois. Ça veut dire simplement 2 règles. La première, c'est quand vous voulez parler aux gens, il faut être en état de les laisser parler. Et quand vous êtes dans une réunion de 20 personnes et qu'il y a 2 personnes qui ont envie de caviarder la réunion, il y a les 18 autres qui leur disent de se taire. Quand vous êtes dans une réunion de 200 personnes et vous avez 20 personnes qui ont milité pour ne pas avoir cette réunion, la réunion est morte. Donc les Suédois, eux, savent que pour pouvoir parler aux gens, il faut déjà savoir les écouter, les mettre en état de parler, parce que ça n'est pas la même capacité de poser une question devant un groupe de 20 personnes et de poser une question devant un groupe de 200 personnes. Le résultat, c'est qu'après ces 15 ans, ça prend du temps, c'est beaucoup plus efficace que le grand débat public où vous mettez 200 personnes pour leur porter la bonne parole. Après ces 15 ans, c'est les Suédois qui, eux, on dit, nous, on est d'accord pour avoir ce site de stockage à cet endroit-là. Et quand les militants sont arrivés pour leur dire que c'était dangereux, c'est la population qui les a remis à la mer. Donc ça, c'est ce qui se passe dans un pays où on respecte ses citoyens, où on les met en état de poser les questions et on les écoute. Et est-ce que du coup... Est-ce que donc il y a des choses de sous ce format-là qui sont prévues en France? Parce que j'imagine que, bon, on connaît tous les Français ici, nous sommes tous Français, que si on décide de stocker du carbone sous terre sans expliquer pédagogiquement, ça risque de poser problème. Donc est-ce qu'il y a ce genre de démarche qui est prévue peut-être? C'est la réponse. Merci. Voilà, donc on va passer au dernier groupe qui est constitué par Manon Beaumont, Marion Dedon, Cynthia Gourceau, Mathilde Paternotte et Maëlle Roudot. Et donc, la parole, c'est Cynthia. Bonjour, ou plutôt bonsoir maintenant. Donc nous avons essayé de réfléchir autour de la recherche et de l'enseignement. Sur ces 2 derniers jours, on a entendu quasiment à chaque intervention la nécessité d'agir demain, si ce n'est aujourd'hui. Or, en tant que jeunes, certains d'entre nous n'arriveront sur le marché de l'emploi que dans quelques années. Donc le temps s'accumulant, la pression monte et comme l'a dit le groupe précédent, nous devons donc prendre cette responsabilité de perpétuer ou de réparer certaines choses. Nous pensons que s'il faut agir aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans un état d'urgence? Est-ce que l'on ne nécessite pas d'un plan d'urgence à l'échelle nationale, voire internationale? Et dans ce cas-là, il incombe à chacun de participer à ce changement au-delà des limites générationnelles. Nous avons donc réfléchi en matière d'éducation et nous sommes dit que ne serait-il pas nécessaire que chacun d'entre nous
et la possibilité d'avoir une formation sur le changement climatique. Et donc, une des possibilités serait, comme nous en avions discuté, on l'avait mis en parallèle avec le brevet du secourisme, donc une formation professionnelle. Et donc, on ferait alors de la phrase « nul n'est censé ignorer le changement climatique » un adage. Voilà. Et donc, au-delà de cette formation, peut-être que d'autres sont nécessaires. Céline Guivarch l'avait évoqué, mais n'y a-t-il pas la nécessité aujourd'hui d'avoir le développement de nouvelles filières? Donc, elle avait cité notamment la rénovation des bâtiments. Et donc, il y en a certainement d'autres. Enfin, on a aussi perçu, lors de ces 2 derniers jours, la nécessité d'avoir des études scientifiques, voire interdisciplinaires, transverses, à l'échelle régionale, donc en mettant en lien des acteurs territoriaux, des scientifiques et des acteurs publics. Et donc du côté de la recherche, cela pose certaines questions, car peut-être, ou du moins je l'espère, la population est au courant de la précarité de la recherche en France aujourd'hui. Et donc, il faudrait avoir l'appui d'un soutien national pour les jeunes chercheurs afin que nous puissions nous orienter dans ce chemin. Je vous remercie. Donc, nous avons évoqué la nécessité d'une formation au sein des entreprises pour toutes les générations. Et à votre avis, est-ce à vous d'endosser, à vous les scientifiques, d'endosser le rôle de formateur, ou n'est-ce pas là une ouverture vers la création de nouveaux métiers? Qui souhaite répondre? Pierre, tu sembles tout indiquer. Bon, la question que vous posez est très importante, je l'ai trop brièvement évoquée tout à l'heure, et elle a plusieurs volets. Elle a un volet concernant l'enseignement secondaire professionnel. J'ai déjà dit que ce qui est envisagé aujourd'hui en France concernant le lycée professionnel, à propos des questions climatiques en particulier, et ouvrant à toutes les innombrables filières de spécialités qui vont du chaudronnier à la coiffeuse, etc., est largement insuffisant pour acquérir la vision synthétique, systémique, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, qui est nécessaire. Donc ça, c'est un premier aspect qui prépare la formation professionnelle post-baccalauréat, qui ne la remplace pas, mais qui donne l'ouverture nécessaire, en particulier pour les choix professionnels, dont on sait que beaucoup d'élèves de lycée professionnel ne sont pas dans la filière qu'ils auraient aimé choisir. Or, dans le même temps, il y a entre 120, 150, 90, les chiffres sont éminemment fluctuants, de ce qu'on appelle en anglais les low achievers, les drop-out du système éducatif qui, après le brevet, ceux qui n'ont pas le brevet d'ailleurs, après la classe de 3e, n'ont plus d'insertion éducative supplémentaire. Ce chiffre est considérable, il nourrit d'ailleurs le chômage des jeunes de façon excessive, et on se demande pourquoi l'articulation avec les nouveaux métiers que vous évoquez n'est pas faite en particulier pour ces jeunes-là. Et puis le troisième volet de votre question, je ne suis pas compétent pour y répondre, il concerne les branches professionnelles et la formation aux nouveaux métiers et la prise en compte de toutes les perspectives qui ont été évoquées aujourd'hui. Et là, peut-être un de mes confrères, Didier Roux ou autre, sera apte à y répondre. Donc, je pense que vous avez une deuxième question. Oui, nous avions une deuxième question. Donc, concernant toujours les nouveaux métiers et les questions de formation, on peut par exemple reprendre l'exemple de la rénovation des bâtiments. Est-ce qu'il ne serait pas possible à des organismes tels que le CIRED de relever les nouvelles filières, les nouveaux métiers, pour créer des formations au sein des instituts d'enseignement supérieur? Le CIRED est interpellé, donc Vincent, tu es tout désigné. Par exemple.
Alors, merci pour cette question. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un laboratoire comme le CERED, déjà parce qu'on est petit, hein, on n'est pas très nombreux et on travaille sur plein de sujets en dehors des bâtiments. Par contre, il y a déjà tout un tas de formations sur ces thèmes qui se montent au sein de différentes institutions. Et après, alors pour ce qui concerne les bâtiments eux-mêmes, par exemple, si je ne me trompe pas, une des grandes difficultés, c'est la formation technique sur les matériaux, sur la mise en place d'isolants, des choses comme ça, et qui sont des choses déjà connues. Enfin, ce n'est pas des questions de recherche que de savoir comment mettre ça en place, c'est plus vraiment une question de la connaissance existe déjà et il faut juste que les universités ou les formations s'en saisissent. Très bien, donc on arrive au terme de la présentation des groupes. Je pense qu'on peut tous les remercier. Et puis donc, je vais laisser la parole à Cédric Villani, donc, qui va donner quelques mots sur cette session en particulier, peut-être au-delà. Merci beaucoup, chers collègues, chers amis, chers confrères. C'est un grand plaisir de me retrouver ici pour cette conclusion et un grand plaisir d'avoir entendu cette magnifique séance avec un très beau symbole, avoir laissé la parole aux jeunes pour poser des questions et pour livrer leurs ressentis. Je vais m'occuper juste de dire quelques mots très brefs par rapport à ça. Évidemment, en entendant le débat et toutes ces questions tournant autour du lien entre quelque chose qui est établi par la science et une action politique au sens où ça s'exerce dans la cité, dans la société, j'ai eu à chaque instant, ça m'a renvoyé à mon parcours de scientifique se faisant, tentant de se faire sa place en politique. Activité mouvementée en scientifique, activité mouvementée en politique aussi. Et ça m'a rappelé aussi précédent débat sur ce sujet dans lequel j'étais avec Valérie Masson-Delmotte ici au 3e rang. C'était à l'Assemblée nationale. Valérie était invitée aux côtés de Greta Thunberg à l'Assemblée par un collectif de députés. Il y avait le symbole, si l'on veut, Greta Thunberg, force politique majeure aujourd'hui. Ceux qui l'aiment ou qui ne l'aiment pas doivent le reconnaître s'ils sont de bonne foi, et personne de l'année Time, tout un symbole par rapport à façon de mettre au premier plan des idées et un pouvoir d'impact de transformation, des idées, des habitudes. Et juste à ses côtés, Valérie Masson-Delmotte, représentant d'un certain sens le GIEC, et contrairement à toutes les caricatures qui ont pu être faites ici et là, l'essentiel du discours de Greta Thunberg disant « écoutez la science », et c'était comme si elle passait le relais à sa voisine. Je ne sais pas si Valérie l'a ressenti exactement comme cela. Également, le sentiment général tel qu'on a pu le voir, d'abord les mots qui sont revenus. Urgence est venu quasiment dès la première question. Urgence, combat, changement. Un constat par rapport à l'urgence et par rapport à la réalité de ce qui se passe en termes de changement climatique et de danger, qui n'a été remis en cause par personne ici et sans doute par personne dans cette assemblée, à quelques petites exceptions près, sans doute. Et tout portant non sur la question de est-ce que c'est vrai qu'il y a urgence, est-ce que c'est vrai qu'il y a constat, mais comment se charger de adoption, acceptabilité, responsabilité. Qui est responsable et qui doit agir? Comment accepter les différentes solutions? Comment les adopter? Comment les répandre? Et une première thème qui est revenu, celui du contact entre scientifiques et politiques. On le sait bien, certains d'entre nous l'ont vécu. Valérie nous a rappelé son statut aussi d'élu local. Important de rappeler d'ailleurs que les questions de transition écologique, elles se jouent à l'échelon local aux 2/3. Et le contact n'est pas si facile. Monde scientifique, monde politique sont des codes différents, des façons d'obtenir le respect qui sont différentes et un sens par rapport à l'action qui est différent, avec
une distance, une façon de voir les choses, une incompréhension réciproque bien souvent. À l'Office parlementaire scientifique, nous occupons précisément de faire le lien entre les deux en instruisant les dossiers avec un conseil scientifique. Didier Roux est l'un des piliers de ce conseil scientifique. D'ailleurs, où est-il passé, Didier? Il est ici, bien sûr, et s'est occupé d'animer un certain nombre de nos séances et de nos auditions. Il y a eu de nombreux petits déjeuners organisés avec des membres de l'Académie des sciences et des membres de l'Office parlementaire scientifique, et on voit à chaque fois à quel point on a besoin de se retrouver mélangés les uns les autres dans la même pièce, de discuter les uns avec les autres, pour que ça puisse se transmettre. Ce n'est pas le tout d'avoir un rapport et de le transmettre. En pratique, ça ne fonctionne pas. Se retrouver en face à face et en discussion est plus efficace. J'ai entendu parler de défis liés à la complexité, de questions qui ne sont pas seulement de sciences dures, de modélisation, d'équations, si vous me permettez. Alors on est ici face à des problèmes qui, en termes scientifiques, déjà en termes de sciences dures, sont parmi les plus complexes qu'on peut imaginer. Et pourtant, ça ne suffit pas, puisqu'il faut y adjoindre, et c'est bien ce qui est ressorti dans beaucoup de ces questions, l'acceptabilité, la façon dont les messages vont être adoptés, les questions des sciences politiques, des sciences économiques, voire de la psychologie. Et on se retrouve en plein dans un problème qui invite toutes les sciences, physique, chimie, géologie, climatologie, mathématiques, statistiques bien sûr, mais aussi toutes sortes de sciences humaines et sociales. Et un défi considérable quant à la façon dont le scientifique peut aborder cela. Une question bien sûr sur les formations, formation et information. C'est revenu sur la formation des enseignants, sur la formation entreprise, sur la formation des étudiants, et à chaque fois la question, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on agit sur la formation? Pierre Léna peut témoigner, après son action de longues années durant pour la main à la pâte, à quel point il est difficile de mettre en œuvre des programmes de formation qui transforment. Pas que ce soit difficile de trouver la bonne formule, pas que ce soit difficile de convaincre les gens, mais simplement de mettre en place la chaîne humaine, de répliquer le modèle qui permettra d'avoir systématiquement la formation à niveau. Vraiment un problème de mise en œuvre. À titre personnel, je peux témoigner de mon expérience de député qui a co-signé 2 propositions de loi tâchant d'être systémiques par rapport aux enjeux climatiques. L'une proposant que dans toutes les formations supérieures, il y ait une sensibilisation aux enjeux de l'environnement et en particulier du climat, arguant du fait que ce devait être un des fondements de la société. Proposition de loi qui a suscité la colère des universités, parce qu'il s'agissait ici, estimait-elle, d'empiéter sur leur liberté constitutionnellement garantie, à quoi notre réponse était qu'il ne s'agissait pas de dicter le contenu des enseignements, mais simplement le principe de ce qui doit constituer un lien de société. On voit bien ici, même sur cet exemple, combien il est difficile de se mettre d'accord sur quel est le rôle de chacun. La deuxième proposition de loi que j'ai co-signée avec bien des collègues à l'Assemblée est celle qui demande pour chaque proposition, pour chaque projet de loi gouvernemental, d'avoir une étude d'impact quant à l'impact carbone. Je ne fais aucun pronostic quant au futur qu'aura cette proposition de loi. Par le passé, je me souviens d'une autre proposition de loi que j'avais mise sur le tapis concernant la nécessité de mettre dans l'étude d'impact, de nourrir l'étude d'impact des sciences et technologies, une proposition de loi qui n'a jamais réussi à se frayer un chemin jusqu'au bureau de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas que la faute en soit à quelqu'un en particulier, simplement tellement difficile de franchir le mur des urgences politiques, le mur des habitudes des uns et des autres, de toutes les complications qui surgissent ici et là. Et je crois que la seule réponse par rapport à ça, c'est se redoubler d'énergie. Une remarque sur le débat. Tout le monde a noté quand notre collègue Yves Bréchet a évoqué l'expérience suédoise en réponse à la question sur l'acceptabilité et le fameux lutter contre le fameux syndrome du « not in my backyard ». Comment est-ce qu'on fait en sorte que quelque part, quelqu'un accepte de recevoir, d'avoir dans son jardin, dans son voisinage, les infrastructures, les endroits où l'on prépare quelque chose qui servira la cause commune, mais qui peut être effrayant pour une raison ou une autre.
Et les volumes de débat qu'il a indiqués sur la table, tu me trompes, tu me diras si j'ai bien retenu, 3 jours par semaine, pendant 15 ans, en petits groupes de 20 personnes, où l'on voit ici une grande ténacité, une constance dans l'action dont on a tellement besoin, et où l'on voit à quel point on a besoin de débats, et de débats qui ne soient pas déviés, pris en otage, transformés en tribune où l'irrationnel peut devenir le maître. Et ici, dans les questions qui, après tout, peuvent être une science en soi, comment organiser les débats pour qu'ils aient un réel impact. Mes chers collègues, avec tout ce que nous avons là, jouer sur la formation, jouer sur les débats, jouer sur le mariage entre sciences dures, sciences sociales, sur l'interface entre sciences et politique, soit que ce soit avec des institutions qui fassent l'interface, soit que ce soit avec davantage de scientifiques en politique, on a vu à chaque fois qu'il n'y avait pas unanimité sur les réponses, beaucoup de pistes et de choses à essayer. Il y en a une que ce colloque suggère et qui certainement aura son efficacité, mettre les jeunes au pouvoir. Je vous remercie.